Monsieur le recteur, messieurs les vice-recteurs, chers collaborateurs, chers collègues, bonsoir. Bienvenue à cette célébration de la parole, une célébration au cours de laquelle on va marquer l'anniversaire du 12 janvier, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le 12 janvier a emporté beaucoup de nos collègues, de nos étudiants ici à l'université Quisqueya. Et depuis lors, on retient cette date, on organise des cérémonies en vous invitant à venir méditer, à célébrer la vie. Ainsi, nous avons l'honneur cette année de recevoir 2 étudiants prêtres. Il s'agit bien du révérend père Luc Franck de la faculté des sciences de l'éducation de la communauté des frères de l'incarnation, qui sera accompagné du révérend père Josué Alexis. Non, en fait, le révérend père Luc Franck de la communauté Sainte-Croix et qui sera accompagné du révérend père Josué Alexis de la communauté des frères de l'incarnation. Donc déjà, on vous souhaite une bonne participation et on vous invite aussi à mettre vos téléphones portables en mode silencieux, s'il vous plaît, pour ne pas interrompre la cérémonie. Car il s'agit bien d'une célébration de la parole, c'est une partie de la messe. Merci et bonne participation. Monsieur Jackie Luma, recteur de l'université Quisqueya, distingués membres du conseil d'administration, messieurs les vice-recteurs, doyens et vice-doyens des facultés, représentants de l'ADAE et de la direction de communication, respectueux parents des disparus, chers étudiants et invités, frères et sœurs. Cette célébration dédiée à nos chers disparus risque de paraître au fil des ans routinière, alors qu'elle porte l'empreinte d'un événement majeur, marquant à jamais d'un sceau indélébile notre histoire personnelle et notre mémoire collective comme université en particulier, comme peuple en général. Nous sommes rassemblés pour une 11e fois, 11 ans après, pour faire mémoire avec reconnaissance, accueillir le présent avec conscience et responsabilité et continuer à poser les jalons pour l'avenir. Frères et sœurs, nous venons il y a quelques semaines de célébrer à Noël dans la crèche un mystère aussi fragile qu'extraordinaire, Dieu qui s'est fait homme. Ce mystère insondable de l'incarnation vient nous rappeler notre fragilité et notre fugacité,
surtout quand nous sommes exposés aux situations limites. C'est justement en ces moments que la vie terrestre nous réserve bien des surprises, laissant souvent sur nos lèvres un goût âcre qui notre vie durera. Il s'agit de l'un des effets de la perte de notre chair. L'homme n'est qu'un souffle, ses jours sont une ombre qui passe, nous dit le psalmiste. Nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. Le ciel reste et demeure notre vraie patrie. Hominis via Torres. Le regard intérieur de notre foi se porte cet après-midi vers nos frères et sœurs défunts qui ont vécu parmi nous, des personnes qui devraient constituer pour la société des trésors, des chrétiens convaincus et des citoyens avertis. La célébration de cet après-midi et d'aujourd'hui nous donne l'occasion de réfléchir sur trois réalités connexes. Le mystère de la vie, la réalité de la mort, le mystère du salut. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Toutefois, il n'est pas dit que l'expérience du départ d'un être cher allait être facile à vivre. Jésus lui-même est abandonné dans la confiance. Il s'est offert, il a fait don de lui-même. Voix qu'il indique à tous les croyants, à toutes les croyantes. C'est dans la confiance que nous sommes, en sachant que Jésus est présent, qu'il est là au cœur de nos vies et qu'il nous fait vivre dans cette espérance active. Dieu nous a créés pour une existence impérissable. Confiant que nos chers disparus seront accueillis dans la demeure du Très-Haut, prions pour eux et avec eux. Conduits par le Père Josué Alexis, prions. Je vous invite à vous lever. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ensemble, nous lisons à la page 4. Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as fait briller la vie pour l'éternité. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. La mort est vaincue par la vie. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. La mort a été engloutie par la vie. Ô mort, où donc est ta victoire? Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Ô Dieu du salut, rendons grâce à jamais par notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as fait briller la vie pour l'éternité. Asseyez-vous. Avec onction et piété, prions ensemble le psaume 50 et nous lisons en deux chœurs. Ils danseront pour toi, Seigneur, les eaux que tu boyais. Ils danseront pour toi, Seigneur, les eaux que tu broyais. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Ensemble, oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi.
Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu boyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il Dieu, était au commencement, maintenant et toujours, et dans pour les siècles des siècles. siècles. Amen. Le cantique d'Isaïe 38. Encore nous chantons en deux chœurs. Des puissances de la mort, délivre-moi, Seigneur. Des puissances de la mort, délivre-moi, Seigneur. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Ensemble. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants. Plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. Du jour à la nuit, tu m'achèves. J'ai crié jusqu'au matin. Comme un lion, il a broyé tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'achèves. Comme l'hirondelle, je crie, je gémis comme la colombe. À regarder là-haut, mes yeux faiblissent. Seigneur, je défaille, sois mon soutien. Que lui dirai-je pour qu'il me réponde, à lui qui agit? J'irai errant au long de mes années avec mon amertume. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amertume amère me conduit à la paix. Et toi, tu t'es attaché à mon âme, tu me tires du néant de l'abîme. Tu as jeté loin derrière toi tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Le vivant, lui te rend grâce, comme moi aujourd'hui. Et le Père à ses enfants,
montrera ta fidélité. Seigneur, viens me sauver, et nous jouons sur nos cithars tous les jours de notre vie, auprès de la maison du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Toujours en deux cœurs, nous lisons le psaume 145. Je veux jouer pour le Seigneur tant que je vis, chanter pour mon Dieu tant que je dure. Ensemble. Je veux jouer pour le Seigneur tant que je vis, chanter pour mon Dieu tant que je dure. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir sur le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Ensemble, il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Frères, d'accord? Frères, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? En effet, il est écrit, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les auteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Ce vibrant message
de Saint Paul dans sa lettre aux Romains résonne en nous. Peu importe notre confession chrétienne, peu importe notre religion, ce message nous atteint là où nous sommes, nous assurant que absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Peu importe, que ce soit la maladie, les situations limites de toutes sortes, même la mort ne pourra nous séparer de cet amour indicible, incommensurable, combien grand. Jésus eut aussi à dire, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a accepté de passer par la mort afin que cette dernière soit vaincue et qu'elle soit transformée en vie. En Jésus, c'est la mort de la mort. L'amour a vaincu la mort. Il retrouve donc sa vie en Dieu, sa vie de toute éternité. Et cette expérience de Jésus ouvre le chemin à tous ceux et à toutes celles qui croiront en lui. Comme chrétiens, nous devons avoir le regard fixé sur le Christ, qui, par amour, s'est donné pour le salut du genre humain, peu importe notre appartenance chrétienne ou non, en s'offrant en sacrifice pour l'humanité entière, sans exclusive. Il a scellé l'alliance nouvelle et éternelle qui nous affranchit de la mort éternelle. Dieu a tant aimé le monde, nous dit Saint Jean, qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, quiconque croit en lui ne périra point. Il obtiendra la vie et la vie en abondance. Désormais, la mort n'est pas une fin en soi. Elle est le début d'une vie en plénitude dans le Seigneur. C'est peu à peu que tout au long de notre vie de croyants, que nous apprenons à connaître le ressuscité, surtout en fréquentant la parole de Dieu. Lorsqu'arrive la mort, cette présence que nous avions côtoyée est toujours là. Elle nous assure que la mort n'est pas que la fin de quelque chose, c'est plutôt une métamorphose vers la vie. Pour ceux qui ont le feuillet, nous sommes à la page 8. Tu m'as relevé, tu m'as guéri. Sans fin, Seigneur, je te rendrai grâce. Tu m'as relevé, tu m'as guéri. Sans fin, Seigneur, je te rendrai grâce. Tu as changé mon deuil en allégresse. Sans fin, Seigneur, je te rendrai grâce. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Tu m'as relevé, tu m'as guéri. Sans fin, Seigneur, je te rendrai grâce. On se met debout.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Ensemble. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Et nous lisons ensemble. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Maintenant je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent. Le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Moi, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous prenons quelques secondes de silence pour penser à tous nos chers disparus. Pour eux et pour tous ceux et celles qui jusqu'à présent portent les séquelles de ce terrible tremblement de terre, nous nous adressons à Dieu notre Père avec les paroles de Jésus-Christ. Et ensemble, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur.
Seigneur, tu es la vie de tes fidèles, tu es la gloire des justes, et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté tes serviteurs et servantes, puisqu'ils ont cru à la résurrection dans le Christ. Accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas, par Jésus le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, je vous prie de bien vouloir vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle qui va avec cet événement. Seigneur, entends ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Que les âmes des défunts de l'université Quisqueya, celles de tous les défunts du 12 janvier 2010, ainsi que celles de tous les fidèles défunts, reposent dans la paix par la miséricorde de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous continuons en pensant à nos très chers disparus, à leurs familles, à toutes les personnes qui ont perdu, même en dehors de cette enceinte, de cet espace, des êtres chers. Et nous poursuivons avec le reste du programme. Merci, mettez-vous. À présent, nous accueillons le recteur Jacques Lemoc dans son allocution. Est-ce que Myriam est dans la salle? Myriam Dosséus, elle n'est pas là? Est-ce que Myriam est dans la salle, Alain? Myriam Dosséus, elle est dans la salle, non? Bon, chère famille, n'est-ce pas, des victimes, chers collègues, chers étudiants, chers invités, mesdames, messieurs, nous sommes 11 ans plus tard. 11 années plus tard, je ne reviens pas sur les statistiques, car elles ne sauront jamais donner la mesure des souffrances de nos braves et de nos vaillantes. Mais ce serait peut-être difficile d'éviter la question, côté nous y est, je veux dire, où en sommes-nous aujourd'hui? Vous le constatez, il n'y a pas eu de reconstruction. Notre capitale elle-même est devenue une sorte de gigantesque bric-à-brac, évanouie sous des amas de déchets et livrés aux gangs, eux-mêmes tolérés par l'État. Et que venons-nous d'apprendre récemment avec le dernier rapport du RNDDH? Que des milliers de nos compatriotes vivotent là, sous nos yeux, à Léogane, à Tabar, à Damiens, dans des abris provisoires, 11 ans plus tard, dans des conditions sanitaires indignes d'un être humain. Et c'est sous le regard indifférent des autorités que ses frères et sœurs, les nôtres,
subissent la loi des gangs et des individus armés et obligés de vivre dans des conditions infrahumaines qui défient l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Pourtant, si nous songez, rappelez-vous, que des millions, que des milliards dépensés au cours de ces 11 années. Que de milliards dépensés d'abord par nos amis de la communauté internationale, toujours si généreux de débourser pour elles-mêmes à propos de nos malheurs. Que de milliards aussi, mais cette fois sans aucune excuse pour nous-mêmes haïtiens. Milliards dépensés par les dirigeants haïtiens eux-mêmes. Ces milliards qui ont produit certes quelques centaines de nouveaux riches subitement, tout en appauvrissant la nation, et pour lesquels la nation continue de demander des comptes. Aujourd'hui, les marques indélébiles laissées par ce cataclysme sont encore douloureusement et malheureusement présentes, non seulement dans les esprits et dans la chair de tous ceux et de toutes celles qui l'ont vécu, mais aussi sur le terrain. Dans toutes les zones où les destructions ont été massives, et aussi dans toutes les zones où les victimes du séisme ont été relocalisées. Au cours de ces 11 années, 2 présidents de la République, issus du même courant politique, ont dirigé le pays, ont pataugé dans les milliards venus d'ailleurs, comme ceux du Trésor public. Ils doivent un jour assumer face à leurs enfants et devant la postérité la charge d'avoir lourdement contribué à nous laisser dans cet état. Mais laissez-moi en venir à notre petite communauté, notre communauté universitaire. Comme il m'incombe de le rappeler chaque année, comme dans un rituel aujourd'hui, le séisme a représenté pour nous une terrible épreuve, détruisant entièrement, comme vous le savez, en 35 secondes, le nouveau campus que nous venions d'inaugurer quelques semaines auparavant. 16h53. Au-delà de la brutale destruction strictement matérielle de notre université, notre communauté a perdu plusieurs de ses membres, des proches, amis, collègues, étudiants ou simples visiteurs. Le bilan de 31 morts que nous avions établi, peu de temps après la catastrophe, ne nous a pas permis d'identifier toutes les victimes. Ce séisme, tel qu'il s'est manifesté sur notre territoire, il ne sera jamais aggravé dans nos mémoires. Il a marqué nos vies à jamais. Parce que ces victimes avaient un visage, une histoire, des projets. Toutes avaient une vie et on ne saurait les oublier. Comme chaque année, nous organisons une petite cérémonie comme celle-ci, cérémonie du souvenir. Cette année, elle a lieu ici, dans la grande tente. Cette tente-là, vous vous rappelez, c'était le musée d'art, ancienne résidence du président Paul Magloire. Okay? C'était le chef-d'œuvre du campus de Quisqueya. Donc, c'est sous cette grande tente aujourd'hui que nous organisons cette petite cérémonie, en raison des travaux qui affectent le périmètre immédiat du mausolée. Mais à la fin de cette cérémonie eucharistique, un office, comme vous dites, n'est-ce pas? Nous allons, pour les familles et les personnes qui le souhaitent, nous recueillir au mausolée, et je vais en votre nom déposer, comme je le fais chaque année, une gerbe de fleurs au pied de la fontaine, en dessous de laquelle sont enterrées une vingtaine de ces victimes, dont notre cher Lilith Obixon. Nous avons donc un devoir de mémoire envers nos frères et nos sœurs, et nous devons célébrer avec dignité chaque année leurs souvenirs, en nous opposant à la tentation et à la culture de l'indifférence ou de l'oubli.
J'entends parfois nos jeunes et aussi beaucoup de nos étudiants dire qu'il ne faut pas s'appesantir sur le passé, que cela ne sert à rien, qu'il faut tourner la page. Parce que l'enjeu est pour eux ailleurs. Ils veulent trouver un sens à leur présent angoissant et ne pas devoir porter le poids des catastrophes du passé. Le présent est déjà assez lourd pour lui-même. Je pense que s'ils pensent de cette manière, c'est parce qu'ils sont confrontés aux angoisses de la survie quotidienne, à l'obsession de trouver du travail, à l'insécurité grandissante et au kidnapping, dont la liste ne cesse de s'allonger de jour en jour. Ils sont dégoûtés par la gouvernance du pays, l'indifférence des pouvoirs publics et de nos élites. Ils veulent avoir un avenir digne, quitte à laisser le pays. Comment les en dissuader? Il ne faut pas se cacher la vue. Depuis plus d'une décennie, Haïti vit une catastrophe d'une autre nature, que j'appelle souvent, dans le sillage de Dominique Strauss-Kahn, man-made. C'est-à-dire, ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe du fait de l'action humaine, notamment en raison du mode de gouvernance du pays et de l'égocentrisme de nos élites. Et pour ça, il faut insister pour continuer à honorer nos morts, à cultiver leurs souvenirs. Un peuple sans mémoire est un peuple en perpétuelle errance, sans boussole, à la recherche de lui-même. Ce que nous constatons 11 ans plus tard, c'est que chaque individu, chaque famille vit douloureusement le drame de la perte de ses proches, l'isolement, le sentiment d'être laissé pour compte. Comment envisager un véritable projet de vivre ensemble, sans lien social, sans compassion, sans solidarité, sans générosité? L'université Kiskeya a construit un mausolée dans lequel Franck Louis Saint a peint les 2 fresques que vous connaissez. Cette cérémonie du souvenir est, comme nous le faisons chaque année, une façon de célébrer aussi la vie. Pour une université dont la finalité est de former la jeunesse au plus haut niveau possible, la vie, c'est ordinairement et principalement l'enseignement, la recherche et le service à la société, la préparation d'un avenir meilleur pour eux comme pour nous. Le bâtiment en cours de construction qui se trouve à côté du mausolée va bientôt abriter des laboratoires pour la faculté des sciences de la santé. 8 laboratoires au total. Et à côté du centre de conservation culturelle en face, de l'autre côté, il y a un chantier qui a démarré depuis 3 semaines, qui est destiné à accueillir les prémices d'un institut Confucius, comprenant de nouvelles salles de classe, des bureaux et des espaces de travail pour les apprenants du cours de mandarin. Nos ingénieurs de la FSGA ont dessiné les plans de ces nouvelles constructions selon les normes antisismiques en vigueur. Nous devons donc nous comporter et aussi tout entreprendre pour que l'on compte moins de victimes lorsque surviendra un éventuel nouveau séisme. Et comment ne pas se rappeler à cet égard, avec l'ingénieur sismologue Claude Prepti, que ce territoire que nous habitons depuis plus de 5 siècles est dans la région l'un des plus vulnérables, des plus exposés aux risques géophysiques. Nous avons donc de façon générale le devoir de tout faire pour que les immeubles et habitations que nous construisons aujourd'hui respectent les normes antisismiques, pour que les demandes de permis de construire deviennent une pratique courante et ne donnent pas lieu, comme c'est le cas, à des dessous de table, à la corruption. La précarité dans laquelle vit la population, dans ce mode d'occupation anarchique du territoire, dans le pullulement des bidonvilles,
dans le désordre des marchés publics et autres, n'est pas le fait de l'indiscipline des pauvres, mais résulte du mauvais comportement de nos dirigeants incapables d'assumer la dimension d'intérêt général qui devrait donner sens à leurs fonctions. C'est pourquoi nous devons, en tant que composante responsable de la société civile, agir pour la définition et la mise en œuvre d'une politique nationale d'aménagement du territoire pour réduire la marge de malfaisance de nos dirigeants et les contraindre, en quelque sorte, à aligner leur action quotidienne dans le sens de l'intérêt général. Je terminerai cette intervention par un hommage à notre jeunesse et un encouragement à approfondir la voie de l'engagement responsable amorcé pour forcer les occupants de l'appareil d'État à se comporter comme il faut. Une reconnaissance particulière aux étudiants de notre faculté des sciences de la santé, sachant le rôle qu'ils ont joué pour redonner espoir à la communauté universitaire, en s'engageant sans hésiter pour accueillir sur le campus, dans un immense mouvement de volontariat social et solidaire, les familles victimes du séisme, les enfants, les blessés, parmi lesquels Myriam Doséus. Et aussi l'engagement de nos collègues, professeurs, membres du rectorat, au quotidien, sans salaire, dans la précarité eux-mêmes, s'oubliant eux-mêmes, oubliant leurs besoins pour se consacrer à rendre service aux autres. Au pic de son fonctionnement, le service mis en place par les étudiants, avec l'aide de leurs professeurs et de volontaires étrangers, pouvait accueillir à un certain moment plus de 300 patients par jour dans le parking de Kiskia. C'est de là qu'est venu l'espoir. C'est de là qu'est venue l'inspiration à nos professeurs, à nos dirigeants et à nos cadres pour se remobiliser, reprendre la voie des services à la communauté et trouver en eux-mêmes l'énergie pour penser et réaliser l'effort de reconstruction auquel vous assistez maintenant. Donc en ce 12 janvier 2021, nous devons être conscients que nous sommes plus que jamais responsables de notre avenir. N'hésitons pas, n'ayons pas peur, prenons notre destin en main. Saisissons l'occasion de ce triste anniversaire pour retrouver l'espérance, construire une société plus juste en permettant à chaque citoyen, chaque citoyenne de ce pays de vivre correctement dans la dignité et la paix. Donnons sans tarder à nos enfants la chance de vivre un monde meilleur. Nous sommes à une croisée des chemins, ne nous trompons pas de voie. Ne laissons pas l'indignité s'installer de manière permanente parmi ceux et celles qui sont nos frères et nos sœurs. Chaque Haïtienne, chaque Haïtien a une valeur et nous devons en prendre soin. Merci et bon courage pour la suite des événements qui nous attendent. Merci, Monsieur le Morgue, et merci aussi aux deux étudiants prêtres. Il s'agit bien, je reprends pour vous, ils sont deux étudiants de l'Université Kiskia. Le célébrant principal, c'était le père Luc Franck de la Faculté des sciences de l'éducation, qui était accompagné du révérend père Josué Alexis de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Donc, nous leur disons un grand merci pour cette célébration de la parole. Et là maintenant, chers collègues, chers parents et amis, je vous invite à suivre le recteur pour le dépôt d'une gerbe de fleurs au mausolée et pour ensuite revenir au CCC pour la deuxième partie de la cérémonie. Merci, à tout à l'heure.
Delman 32, on ne le connaissait pas. Il a entendu à la radio que les étudiants étaient sur le micro, qu'on avait besoin d'aide. Il a vu un groupe, une demi-douzaine de jeunes comme lui. Il est venu prêter secours. Et c'est ce jeune, on avait deux assistantes, deux secrétaires académiques qui étaient enfouis sur ce bâtiment, le bâtiment à 4 étages. Voilà. On ne voyait que cette partie du bâtiment. Et intégré dans le dessous. Et en dessous, il y avait un groupe d'assistants de secrétaires. Et l'une d'elles m'a entendu à la radio. Il était à la radio. Oui, comment ça s'appelle? Oui, c'est Mistop. Oui, c'est écoute, bon, ils étaient encore vivants, ils savent qu'on est là, on sera sauvés. Et je commence à prier, et puis le jeune homme, il n'y avait pas de moyen d'accès. Un petit corridor avec une corde qu'on attachait à ses pieds, il s'est faufilé dans le corridor jusqu'à atteindre, n'est-ce pas, le sous-sol. Il a sorti les deux filles qui étaient là. Oh. Wow. Et puis après, il a été vraiment partout, il a cassé les murs. Il a payé des cadavres dans cet état. Et aussi sauvé plusieurs de nos étudiants. Il a seulement une douzaine de personnes, tout seul. On a perdu 3 frères de la communauté C3, une soeur aussi, et Salésien aussi, sur les écoles. Malheureusement, on a revu ce jeune homme, il a été décoré le jour de la première commémoration, et puis il y a peut-être 2 ans, je l'ai revu ici, il est venu avec ses parents, il a perdu ses esprits. Les salles de classe provisoire. Oui, oui. C'est important. Bon. Alors, puisqu'il était le seul espace organisé, le seul endroit où on pouvait faire des rencontres, des réunions de travail, la UIF a eu son bureau ici. La Banque d'Amérique de développement, le ministère de l'Éducation, on fait des réunions de travail. C'était le seul espace rationalisé, organisé, où quelque chose pouvait avoir lieu pendant plusieurs mois. C'était la série de la commission de l'Éducation. De toute façon, il ne faut pas oublier, il faut entretenir la mémoire. Ça veut tout le monde aussi. Aliette, tu es là? Aliette? Aliette vient, Aliette a perdu le sage. Aliette, une seule vient, Aliette, a souffert pendant au moins une semaine avec son insistance pour essayer de sauver sa soeur. Tu l'as retiré de l'école. Finalement, elle est décédée en 2015. En 2015, 3 ans après. 3 ans. Elle avait perdu une épreuve. Elle a perdu. Oui, on va. Ça, c'est l'ancien résidence du président Paul Eugène Magloire. On l'avait trouvé en ruine, on l'avait restauré et puis transformé en un musée d'art. Ce musée, là, c'est la grande table. C'est la table. Et c'est là qu'il y avait l'exposition consacrée à Jean-Michel Blanc. Il y a plusieurs photos que je vois Oui. Les héros inconnus, tous des jeunes qu'on ne connaissait pas, dont certains n'ont jamais fréquenté l'école, et ce sont eux qui ont organisé, avec beaucoup d'héroïsme, le travail de sauvetage des personnes captées sous les décombres. Et parfois, c'était des cadavres. Pardon? Oui, effectivement, c'est ça, en action. Alors là, il y a, c'est un ami qui est Mme Pauline Mawa, qui était pour le Québec. Qui était Premier ministre du Québec. Qui est venue ici. Voilà, c'est là qu'on a trouvé Audition qui est responsable du master en quartier de Caire. 9 jours après.
par ce drame. Je vais commencer avec celui de Myriam Dorceus, qui avait, au moment du drame, 11 ans, seulement 11 ans. Et le séisme lui a volé, si je puis dire, un être très cher, son père. Alors vous comprendrez qu'il soit très difficile pour elle de contenir ses émotions en cette date, et à chaque fois qu'il s'agit d'évoquer ses souvenirs ô combien douloureux, alors elle a fait appel à la voix de Alain Sauval pour partager avec vous ces quelques mots. J'invite Alain Sauval. Merci. J'ai reçu à deux reprises Myriam au cours de la semaine écoulée pour l'aider à formuler les idées qu'elle voulait exprimer devant vous aujourd'hui. Elle était prête. On a rédigé un peu plus d'une page. Elle était contente. Et puis ce matin, elle m'a envoyé un petit mail en me disant « Je me sentais prête à prendre la parole ». Jusqu'à ce matin, où j'ai vu ma mère en sanglots. Et aujourd'hui, eh bien, je me sens dépressive, je me sens dévastée, et j'éprouve les mêmes sensations qu'en ce mardi 12 janvier 2010. Et je ne me sens pas à la hauteur pour cet après-midi. Donc elle nous remercie d'avoir pensé à elle. Elle me prie d'excuser auprès du recteur, et elle m'a autorisé à lire son texte. Je m'appelle Myriam Dorceus, j'ai 22 ans. Mon père, agent de sécurité à la Unibank, est décédé en janvier 2010, mais il n'est pas mort directement à cause du séisme. C'est en voulant sauver des gens et des collègues de travail qu'il a été grièvement brûlé par l'explosion d'une bonbonne à gaz. Il a voulu aller alors tout seul à l'hôpital du Canapé Vert, mais personne ne s'est occupé de lui, et il a rendu l'âme au bout de quelques jours dans d'horribles souffrances. Je dois dire que sa mort m'a terriblement affecté et hanté pendant des années. À la suite de cela, je suis venu habiter à Turgeau chez ma grand-mère. Elle avait entendu parler de l'université Quisqueya, qui organisait des cours et des conférences pour les enfants du quartier. J'y ai été accueilli par le recteur Jackie Lumarque. J'ai rejoint le groupe des enfants des camps de réfugiés accueillis chaque jour sur le campus pour des activités de thérapie par les arts. Cela se faisait avec l'aide de la Fondation Culture et Création et de l'ONG Aide et Action dont s'occupait à l'époque Nesmi Maniga, devenue par la suite ministre de l'Éducation nationale. C'est dans le cadre de ces activités, dit-elle, que j'ai appris avec d'autres enfants du groupe qu'un concours de logo était organisé par le ministère de l'Éducation et l'UNICEF. Tous deux voulaient encourager le retour des enfants dans les écoles après le séisme. J'ai décidé de participer à ce concours et j'ai eu la surprise d'apprendre que le jury m'avait désigné comme lauréate. J'avais 11 ans. Je n'y croyais pas. Un des membres du jury s'est adressé à moi en disant, il a prononcé une phrase qui me reste toujours en mémoire, en disant « Toi, Myriam, tu es porteuse de rêves ». Cette phrase m'aide à vivre quand je ne vais pas bien. J'ai connu des moments difficiles jusqu'en 2017. Je suis la cadette d'une famille recomposée de plusieurs enfants et mon frère aîné n'a pas de travail. Ma mère est marchande ambulante et elle part tôt le matin avec mon frère, les autres allant à l'école. Jusqu'en 2017, j'étais seule à la maison. J'étais désespérée. Je pleurais tout le temps. J'avais perdu le sommeil et je ne pensais qu'à la fin du monde. Un jour, en 2017,
J'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allé voir ma marraine pour lui demander de m'écrire une lettre. Je voulais me porter candidate à une bourse de l'université Quisqueya. C'était un vendredi. Le lundi suivant, je suis allé voir Madame Jean-Charles pour lui remettre ma lettre. Elle m'a dit qu'elle devait faire un courrier officiel et je lui ai donné alors le numéro de téléphone de ma marraine. Peu de temps après, ça a duré à peine quelques jours, Madame Jean-Charles m'a annoncé la nouvelle, j'avais une bourse. J'avais du mal à réaliser. Et cela a apporté, dit Myriam, beaucoup de couleurs dans ma vie. Aujourd'hui, je suis étudiante, elle va devenir peut-être enseignante. Merci Alain. Merci et nos remerciements et nos pensées à Myriam pour ces mots qui se passent de commentaires. Je vous invite à écouter à présent ceux de M. Alain Guillaume, à l'époque doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Quisqueya, qu'il a échappé belle d'ailleurs, mais pas sa mère, elle a eu moins de chance. J'invite Ralph Daugé qui va lui prêter sa voix pour son témoignage. Merci. 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 Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, aujourd'hui, 12 janvier 2021, nous participons à la remémoration de la plus grande catastrophe de l'histoire de notre pays, le tremblement de terre du 12 janvier 2010. C'est pour nous l'occasion de rendre les hommages combien mérités à nos parents et amis victimes de cet événement d'une exceptionnelle gravité. L'occasion se prête également à une démarche réflexive sur les actions menées pour pouvoir surmonter cette épreuve. L'année 2010 s'annonçait pour moi et pour l'université Quisqueya sous les meilleurs auspices. En novembre 2009, j'avais été promu à la fonction de doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UNIC et je participais à ce titre à l'inauguration solennelle des majestueux bâtiments d'Euroturgeau. À cette époque, je séjournais souvent au Canada et en Europe pour des raisons personnelles et professionnelles. Je passais alors les fêtes de fin d'année au Canada et ne revins pour reprendre mes charges à l'UNIC que le 12 janvier. Oui, je suis revenu en Haïti dans le dernier vol en provenance du Canada dans l'après-midi. Dès que j'eus posé les pieds sur le tarmac de l'aéroport de Port-au-Prince, je planifiais mon itinéraire. Je devais d'abord poser mes bagages chez moi, pas loin du Bois-Vernat, me rendre à la Croix des Missions chez des amis à qui je devais remettre des documents administratifs, rendre une visite à ma mère à la résidence familiale à Delma et ensuite venir à l'UNIC superviser le déroulement des cours. Avec les embouteillages de Port-au-Prince, j'étais à peine arrivé à la Croix des Missions à 16h53, quand la terre se mit à trembler. J'étais encore en voiture, essayant de joindre l'ami en question par téléphone pour le localiser. Ce n'est qu'en rebroussant chemin que je pris conscience de la portée de la catastrophe en voyant les maisons effondrées et les blessés en quête de premiers soins. Ce détour pour rendre service à un ami me permit d'éviter 2 endroits où je me serais sans doute retrouvé nez à nez avec la faucheuse sous les gravats. La maison familiale s'était écroulée et ma mère, Marie Saint-Fleur, fonctionnaire à la Cour des comptes, était rentrée trop tôt.
De toutes les façons, le bâtiment de la Cour des comptes à la rue Paul VI s'était également écroulé. J'appris par la suite que parmi les victimes du séisme se trouvaient également des collègues pour qui j'avais la plus haute estime, entre autres M. Obixon Lilith de l'UNIC et M. Wessner Méran de la faculté de linguistique appliquée. Bon nombre de mes étudiants de l'époque se sont retrouvés blessés sous les décombres des nouveaux bâtiments. Nous savons tous que la situation à l'époque était devenue insoutenable, surtout quand on a perdu autant de proches et qu'on avait le sentiment que les choses n'allaient pas tellement évoluer à court terme dans le pays. Je repartis donc pour le Canada, puis pour l'Europe, avec pour objectif de trouver, autant que faire se peut, des supports pour les étudiants victimes. Je fus recruté comme professeur invité à l'Université d'Orléans et des démarches effectuées permirent à plusieurs de nos étudiants de bénéficier de bourses de master au titre de l'année 2010-2011. D'autres étudiants de la faculté furent recrutés pour compléter leur formation au Canada. À travers quelques démarches effectuées par Mme Evelyne Chiron et moi-même, au niveau de la FSJP, malgré les difficultés matérielles, nous fîmes de notre mieux pour faciliter la soutenance sous les tentes des mémoires des étudiants finissants qui devaient partir pour l'étranger. C'est pour moi l'occasion de témoigner ma gratitude à tous ceux qui ont manifesté leur solidarité à notre égard, notamment les professeurs Pierre Alorand de l'Université d'Orléans, Mathieu Devina de l'Université de Sherbrooke et Mme Evelyne Bernard-Chiron, ancienne étudiante de la FSJP. Endeuillé par la perte de l'être qui m'était le plus cher, ma mère, ainsi que de nombreux amis et collègues, j'entendais parler de l'opportunité qui nous était offerte de nous reconstruire comme nation sur de nouvelles bases. J'étais sceptique et malheureusement, j'ai découvert par la suite que j'avais raison de l'être. Je n'ai pas une foi indéfectible en l'avenir de notre pays. Récemment, j'intervenais à l'UNIC à une cérémonie d'hommage à un ami et collègue rescapé miraculeusement du tremblement de terre. Il s'appelait Montferrier d'Orval. Il a été lâchement assassiné en 2020. En octobre 2010, au colloque Société et catastrophes naturelles organisé à Orléans en solidarité avec l'UNIC, j'exprimais déjà la crainte que ce séisme ne nous serve pas de leçon. Comme nation, nous ne sommes pas reconstruits. On espère juste que d'autres catastrophes du même genre ne surviendront pas. Comme personne, je me suis reconstruit, mais il est dramatique de le faire dans un pays qui est en chute libre comme Haïti. J'espère quand même œuvrer au bonheur des autres. C'est la seule condition de mon propre bonheur. Alain Guillaume, ancien doyen de la FSJP, professeur de droit public. Merci. Merci Ralph et merci à M. Guillaume pour ces mots. Alors, évidemment, ce que nous vivons cet après-midi, c'est un moment de deuil, sans doute, de recueillement, mais pas que. C'est aussi un moment qui doit nous interpeller, nous obliger, en quelque sorte, à nous remettre en question, à tirer les leçons du passé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, en fait, d'autres séismes dans le monde, de magnitude bien plus élevée que le nôtre, ont engendré pourtant bien moins de morts que chez nous. Et en fait, c'est sans doute parce que en 2010, le nôtre a eu quelques complicités, notamment celles liées à nos faiblesses, nos manquements en matière de construction. Alors, je vais inviter M. Dukela, architecte et professeur à la faculté de génie d'architecture de l'Université Quisqueya, à prendre la parole pour nous entretenir des efforts qui sont faits au sein de l'université en matière de
génie parasismique pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus comme en 2010. Monsieur Dukela. Bonsoir à tout le monde. Perspective pour la structure parasismique. 12 janvier 2010. La ville a tremblé. Le pays tout entier a tremblé. Des maisons, des édifices se sont écroulés en masse, en quelques instants, déséquilibrés, emportés par la tourmente, semant deuil et souffrance. L'étrangeté de la situation est la surprise du phénomène. Pourtant, on avait vu Port-au-Prince détruite en 1771, le Cap ravagé en 1842, plus près de nous, en Savo en 1952. Mais on avait ignoré, négligé, oublié les leçons de l'histoire. Il semble que nous avons la mémoire courte. Les leçons de l'histoire. Les autochtones étaient au courant de ces phénomènes périodiques d'ouragans et de tremblements de terre. L'hamac en toile ou cordelette tissée représentait une formule tranquille pour dormir et même se faire balancer par le tremblement. C'était une relation idéale avec la nature et les arbres. De même, les cases en poteaux de bois dansaient avec les vibrations. Du temps de la colonie, les cases se faisaient en général en bois et terre pour la masse des esclaves qui connaissaient depuis l'Afrique ce genre de construction et qui voyaient le mode de construction sur place. Venus d'Europe, habitués à la maçonnerie de roche ou de terre, les colons construisaient selon leur méthode cases en briques faites sur place, liées à des structures verticales en bois, couvertures en tuiles d'argile faites sur place également. Parfois, la couverture se faisait en plaquettes d'ardoise importées, aussi bien en plaquettes ou essences de bois, ce qui était moins courant. La maison en maçonnerie à la base et couverte de toits relativement légers résistait bien aux tremblements et au vent. À un moment, on a commencé à faire un étage au-dessus. Le choix de bois pour l'étage ne changeait pas beaucoup la capacité de résistance. Un corps massif en bas, surmonté d'un poids moyen ou léger à l'étage, ne bascule pas avec la charge horizontale du tremblement. Malheureusement, dans les villes, on a commencé à construire, même à l'étage, en maçonnerie, surtout dans les zones commerciales, en centre-ville. Il faut bien protéger les produits du commerce et se protéger des balles marrons en Haïti. La construction en bois est sensible aux incendies, d'où la tendance de construire davantage en maçonnerie. L'agro-industrie utilisait largement la maçonnerie de moellons et de briques pour les aqueducs, ponceaux, casamoulins, et même des ouvertures se faisaient en arc ou en arcade. Du temps haïtien, le schéma colonial de construction a été retenu, avec une nouveauté, l'introduction de métal dans les constructions, la tôle pour les toitures, la fonte pour les poteaux des usines et un certain nombre de maisons. Le tremblement de 1842 a fortement attiré l'attention sur la faiblesse de la maçonnerie face au tremblement. On a fait des efforts d'améliorer les poteaux en maçonnerie en les surdimensionnant, particulièrement dans les angles ou coins des édifices. On donne aux poteaux des gros pieds caractéristiques. La construction courante en bois a été améliorée grâce à l'introduction régulière de triangulation dans les charpentes. Les diagonales entre les poteaux jouent ce rôle. Les maisons devenaient ainsi plus résistantes aux forces horizontales d'ouragans ou de tremblements. Les maisons sont contreventées dans les deux sens, transversales et longitudinales. La construction en acier est très chère et spécialisée. Il faut commander à l'étranger les pièces de structure métallique fabriquées en usine. La venue du béton armé au début du XXe siècle a changé et amélioré le mode de construction. La quantité d'acier est moindre, l'apport de gravier, sable du terroir baisse les coûts. Au début des années 1950, l'usine Ciment d'Haïti dans l'Ouest, d'abord, et ensuite la cimenterie du Nord, a facilité grandement la diffusion de la construction en béton armé.
La structure en béton armé doit être calculée et mise en place sous la direction d'ingénieurs. Chez nous, l'autoconstruction est une habitude. Les gens se sont mis à construire sous forme d'autoconstruction ou avec l'aide de foreman. Les règles générales de construction ne sont pas assez connues, voire respectées. Au niveau populaire, c'est le cas, et même à niveau des classes moyennes, la tendance est d'ignorer les ingénieurs ou architectes trop chérants selon l'imaginaire des gens. Le résultat est un ensemble très répandu de maisons aux structures défaillantes. Les écoles d'architecture d'ingénieurs, les associations d'ingénieurs, les travaux publics, les mairies se retrouvent avec la lourde tâche de veiller à l'amélioration de l'enseignement en structure, à la diffusion de connaissances de base pour les constructions simples et à la surveillance des constructions. Le secteur de la construction a besoin d'être pris en charge. Des pratiques courantes surgissent. Du sable de mauvaise qualité, de l'eau impropre, des terrains au bord de ravines, s'il vous plaît, pour ne pas dire dans la ravine, des pentes interdites de construire, des matériaux, des blocs de mauvaise qualité, méconnaissance des sols aptes à la construction, une technologie faible et une main-d'œuvre de peu d'expérience. Même au niveau des ingénieurs et des architectes, il y a eu un intérêt trop faible pour la construction parasismique dans la formation offerte. On savait calculer de façon moyenne, on savait placer des joints de construction. Par exemple, mon ingénieur civil courant de structure disait que ces calculs répondaient à des tremblements de niveau 5. J'ai pris un ingénieur spécialisé en structure en 1998 pour un édifice public. À ma question de niveau de tremblement de terre, il a répondu qu'il calculait pour un niveau 6. Le tremblement de terre de 2010, de 7,3, a surpris pratiquement tout le monde. Beaucoup d'architectes, ingénieurs et d'ingénieurs du milieu avaient pris de mauvaises habitudes d'éviter les poutres avec retombées sous prétexte qu'elles paraissaient lourdes. Ils faisaient des poteaux pointant directement sur la dalle. Les ingénieurs plus expérimentés utilisaient systématiquement les poutres à retombées. Il y a un principe de base en construction, c'est la création de nœuds de résistance dans les structures. Poteaux, poutres et colonnes doivent être associés pour former une masse solide. Les nœuds faibles éclatent avec le tremblement fort. Le tremblement de 2010 a été un coup de fouet pour les architectes et ingénieurs, leur rappelant la nécessité d'une vigilance accrue dans l'appréciation des volumes en architecture et le respect de normes parasismiques. Il en va de même pour les normes anticyclones. Ces derniers sont moins dangereux pour la vie humaine, mais causent des dégâts matériels importants. Le risque est aussi important pour les incendies. Dans le département d'architecture et à la FSGA de l'UNIC, on s'efforce de mettre à la disposition des étudiants les outils de base pour une meilleure compréhension des problèmes de structure. Il serait sage aussi, comme il s'agit d'une université, de contribuer à la création et diffusion d'ouvrages pratiques à mettre à la disposition de tout un chacun intéressé à la construction. Merci. Merci, M. Dukela, pour cet éclairage, un éclairage qui devrait nous interpeller, évidemment, tout un chacun, mais surtout la gouvernance. Nous jouerons, sans jeu de mots, avec le feu. Alors, je crois que la cérémonie arrive à son terme. Je vais vous inviter à profiter de ce buffet de partage et j'invite aussi l'orchestre philharmonique de l'université sous la direction du maestro Dukens Point Civil à continuer à nous réjouir les oreilles. Merci à tous, merci à tous les invités et que nos disparus reposent en paix.
Merci beaucoup. Alors, je rappelle rapidement qu'on aura aussi le traditionnel lâcher de ballon à 16h53 pile. Merci. Je tiens à souligner que la musique qu'on vient d'interpréter s'intitule Transition. C'est la musique qu'on pourrait dire qui a été classée officiellement par l'Orchestre Sainte-Trinité, la musique officielle du 12 janvier. Pourquoi? Parce que c'était au cours du mois de novembre, je crois, on devait préparer le concert de la Noël. On nous avait demandé m'avait demandé de donner une musique pour que cette musique soit interprétée le jour de la fête Sainte-Cécile qui est normalement en novembre. Et j'avais présenté cette musique, mais cette musique, je l'avais composée parce que j'avais vu exactement ce qui s'était passé le 12 janvier 2010, mais on était déjà en novembre. Et au point que lorsqu'on devait interpréter cette musique, il y avait des pleurs et des grincements de dents dans la salle, etc. Mais le jour du 2 janvier, ils se sont rendus compte que c'était juste une prévision. Alors, depuis lors, on n'a jamais cessé de jouer cette musique. Et la musique qui va suivre s'intitule « La vie pas finie ». C'est une musique qui raconte une histoire terrible. Et c'est juste un père de famille qui a dû travailler, qui a été aux États-Unis sans papier et qui a pu faire rentrer sa famille légalement et qui a été expulsé du pays, malheureusement, et qui est décédé le 2 janvier. Alors voilà, c'est cette musique qu'on va interpréter, vous, La vie pas finie.
dans seulement 3 minutes, l'heure fatidique qui restera à tout jamais gravée dans nos mémoires en tant que peuple, en tant que famille, en tant qu'amis. Donc, je vous invite à rejoindre tranquillement, progressivement le balcon pour le lâcher de ballon en mémoire de nos disparus. Qu'il monte au ciel.
Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir vous restaurer. Le buffet est là pour vous. Merci, maestro. Merci.